Pop News, votre concentré de news toutes fraîches autour de la pop culture. C'est maintenant. Nous sommes heureux ce soir de vous retrouver tous ensemble pour l'épisode 2 de la saison 4 de Pop News, de Noobs Live, en fait, de la chaîne Noobs Live. Bonsoir Christophe. Salut John. Alors, tu vas nous parler ce soir d'un film. Exactement, c'est ça. Ce soir, pas d'actu, à la demande générale de John, du coup, ça sera un seul film, et un film qui est actuellement en salle et qui est très original, vous allez voir pourquoi. Bonsoir Cédric. Bonsoir John. Alors Cédric, ce soir, tu vas nous parler d'art, je crois, comme toutes les émissions en fait. Oui, ce soir, nous allons parler d'un artiste surréaliste, énigme et mystère. Est-ce qu'il est mort? Oui. Voilà. Ça veut dire que c'est Mais son œuvre d'important. est immortelle. Tout à fait. Bien sûr. Et donc, vous et moi... Et vous, moi, et vous, cher John, mince. et vous, cher John. Alors, moi, je vais vous parler de musique. On ne pas changer. Attention, jingle. C'est un jingle assez court. Alors, ce groupe va être plus facile à trouver que pour la dernière émission, parce que vous avez eu un petit peu de mal, mais je vous laisse quand même chercher quelques petits indices. Donc, c'est ce groupe-là. Donc, ceux qui ont déjà trouvé, ils gardent la réponse pour eux. Voilà, donc je savais qu'avec ce visuel, ça ne vous aiderait pas beaucoup. Donc, c'est un nom de groupe avec deux mots. C'est un endroit du monde et un animal. Non. Alors, Bonheur africain. c'est un groupe d'Angleterre, comme vous pouvez le voir, et plus spécifiquement de Sheffield. Ok. Sheffield, vous voyez, c'est à côté de Manchester, à côté de Liverpool. Liverpool, c'est le lieu des Beatles. Des Beatles. Manchester, c'est le nom de Ouais. Ah, de quoi? Oasis. Oasis, pardon. Oasis. Donc Sheffield, justement, c'est le groupe. Toujours pas. Donc ça, c'est la photo actuelle. Ouais. Ça commence par Arctics. Ah, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Yeah. Bravo. Donc c'est donc ça. Donc Arctic Monkeys en musique. Attention en musique. Tout est bon en musique, c'est ça. Le morceau Brainstorm. parfait avant de dormir. On continue. Un morceau de 2009, Crying Lightning. Outside the cafe by the cracker factory, you were practicing a magic trick, and my thoughts got rude as you talked and chewed on the last of your pick and mix. So you must take On tous, non. Alors 2013, je pense que celui-ci vous le connaissez, Do I Wanna Know. Dès que c'est une musique de pub, je connais. C'est vrai, c'est une musique de pub, je savais même pas. Et faut savoir que quand on sort de... Et là, c'est 2013, dernier morceau. 2018, pardon, excusez-moi. Je pense que ça va plaire aux cinéphiles que vous êtes. C'est Kubrick, là. Vous direz exactement. Ah ouais, On on a dirait que ça a été filmé même dans les années. Ouais, complètement. Orange métallique. Ouais, ça fait penser. Regardez les esprits là. Ouais, il est très très sympa. Même la voix, Tout. les Le ambiances, la morceau est musique. très bon. Donc justement, donc ça c'est 2018. Alors il y a eu 5 ans entre Oui, les j'ai deux posé la derniers question, albums. et alors, que s'est-il passé? Parce qu'en fait, il y a le chanteur qui a sorti un album solo, qui a aussi d'autres... ils ont tous en fait plusieurs groupes et plusieurs activités, donc forcément, il y a plus on est connu et plus on espace entre chaque album. Donc le groupe a été formé en 2002 avec comme chanteur Alex Turner et comme guitariste Jamie Cook, donc deux amis d'enfance d'Angleterre qui étaient potes et qui ont ensuite trouvé deux autres personnes pour faire ce groupe-là. Et chose amusante en lisant évidemment Arctic Monkeys, on se demandait mais pourquoi ce nom et en fait il disait que donc a priori, parce que je l'ai lu plusieurs fois mais on n'est jamais sûr de ce qu'on lit sur internet. Donc Alex Turner a dit que souvent les groupes ont fait plusieurs essais de plusieurs groupes avant d'avoir du succès. Et eux en fait c'est leur premier groupe. Et donc il a dit c'est un nom de merde.
C'était le premier nom de merde qu'on avait, et malheureusement, on a été connu tout de suite, et donc forcément, il se garde maintenant ce nom un petit peu bizarre. Bon, moi, je trouve sympa. Pareil. Donc, quelques chiffres amusants, justement, sur leur premier album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Des noms à rallonge pour les premiers albums. Hein. Donc, c'était cet album-là. D'ailleurs, vous reconnaissez la personne qui est sur l'album ? Pas du tout, mais c'est normal parce que c'était un copain du groupe, hein, c'est pas un des membres du groupe. J'ai voulu vous piéger, mais ça n'a pas marché. Donc ce premier album, il s'écoule à 363 735 exemplaires lors de sa première semaine en 2016. Et il s'agit de la vente la plus rapide pour un premier album. Donc il commence quand même pas mal. Pour ce premier album, donc l'Arctic Monkeys égale aussi le record des Strokes et de Oasis lors des NME Awards 2006 en remportant 3 prix attribués par les fans, meilleur groupe britannique, meilleur nouveau groupe et meilleure chanson avec I Bet You Look Good on the Dance Floor. C'était leur premier tube. On écoute un extrait. Allez. Ça c'est fini en live. Hein. On voit là d'ailleurs le chanteur à l'évolution du look. On voit comme ils sont jeunes là, c'est quand même incroyable. Hein. Et puis si vous regardez un petit peu les vieux clips qu'ils avaient, donc ils ont commencé même des clips en 4 tiers, donc pour vous dire quand même, hein, 2005 je crois pour celui-ci. Donc leur dernière LP qui est sortie en mai, dans Tranquility Base Hotel and Casino, comme vous le voyez ici. Alors pour le décrire par rapport aux autres albums, pour ceux qui ont aimé, c'est un peu alors ils appellent ça du rock indépendant, mais c'est un mélange de punk, enfin d'évolution du punk, c'est quand même assez rapide. Et là, ça devient un petit peu plus structuré, les chansons sont un peu plus longues, un peu plus lentes aussi. Il y a du piano maintenant, il y a beaucoup plus de piano en tout cas, et des synthés même. Moi, j'ai du mal avec la voix du chanteur. Et je m'aperçois que comme j'ai du mal avec la voix du chanteur, j'ai du mal avec l'ensemble des titres. Même si j'ai tous leurs albums, j'ai acheté tous leurs albums, j'ai déjà vu des lives, etc. Mais la voix du chanteur à l'extérieur, j'ai un peu du mal. Caro, tu voulais... Oui, moi je suis un petit peu déçu justement de ce côté plus acidulé aujourd'hui. J'aimais bien le gros son bien rock qu'ils avaient au départ. Ouais, mais après, ils continuent hein, quand même. Hein. Même en live, ils continuent à avoir des trucs. Mais c'est une évolution normale d'un groupe, en fait. Chaque membre évolue et ils essaient de complexifier leurs trucs, etc. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. L'énergie est remplacée de plus en plus par le travail, par les arrangements un petit peu plus complexes. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait un blocage en fait sur Alex Turner, sur le groupe, sur le chanteur qui est super arrogant, mais c'était un peu l'attitude aussi des Gallagher dans Oasis, tu vois. Sauf que ça passe, je trouve que moi ça passait mieux. Là j'ai un peu de mal, j'ai toujours du mal même. Bon, même si dans le dernier clip on voit il est un peu plus apaisé et ça fait un peu plus Kubrick, donc justement, donc bon. Donc le dernier LP est sorti en mai. Perso, j'adhère pas trop, hein, donc on est d'accord. Mais je vous conseille quand même, du coup, si vous ne l'avez pas écouté, d'écouter sur Spotify, etc. Ou d'acheter l'album hein, pour faire vivre un peu la musique. Et voilà, donc super. Dans 15 jours. Merci. Donc, ça s'écoute comment ? C'est de la musique. C'est de la musique plutôt. Non, le dernier album est plutôt. On peut travailler dessus sans être. Ouais. J'avais compris la question. Donc tu pourras écouter. Non, il y a des morceaux qui sont quand même. Ils sont plus complexes. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ce que n'était jusqu'à présent. Un peu moins rock et un peu plus langoureux. Et bien on va enchaîner avec du ciné. Ah bah allez, enchaînons avec du ciné. Jingle. Et ben alors on va parler d'un film qui est sorti mi-septembre, mais qui est toujours en salle. Donc si jamais la chronique vous plaît, vous pourrez aller le voir, il n'y a pas de problème, il est à peu près dans tous les cinémas du coin. Ça s'appelle Searching pour tes disparus. J'ai entendu parler. Non, c'est vrai. Et ben voilà. Alors vous voyez, un thriller haletant, la perfection absolue, digne de Hitchcock. En fait, il s'est fait remarquer au dernier festival de Sundance, qui est un festival de films indépendants américains, et donc il a gagné le Grand Prix du public. Et on y est allé, nous non plus, on n'en avait pas entendu parler. On a été le voir parce qu'il avait de bonnes notes, etc., et que j'avais vu passer le prix. Alors toi, les bonnes notes, on est d'accord sur Allociné, les notes publiques et tout. Généralement, c'est quand même un bon indicateur. Après, faut quand même se renseigner autour, mais c'est une bonne référence. C'est plutôt pas mal en moyenne. Alors le pitch, il est assez simple en fait. Un père, sa fille, 16 ans. Donc c'est le père. C'est le père. La fille disparaît. On ne sait pas pourquoi. L'enquête démarre, il se passe pas grand-chose, les heures s'écoulent, pas d'indices, et donc le père décide de mener aussi en parallèle sa propre enquête.
Et donc il va se dire, mais finalement, moi je vais commencer par là où personne n'a été voir, c'est-à-dire l'ordinateur de ma fille. Sur le principe, quand on dit ça, on a l'impression d'un truc assez classique, enlèvement, machin. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est que le film démarre sur un écran d'ordinateur, donc on voit la capture d'un écran d'ordinateur de Windows XP. Et en fait, on va rapidement se rendre compte qu'on va jamais quitter l'écran d'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, l'intégralité du film, et donc de l'enquête du père, elle est filmée au travers des écrans. C'est-à-dire qu'on ne voit que des captures d'écran. Des écrans, d'accord. Donc l'écran de l'ordinateur du père, ça va être à des moments des écrans de téléphone portable, des choses comme ça. FaceTime, là, Mais 100% du film, et 100%, c'est des écrans. Et quand on va voir les acteurs, c'est parce qu'ils vont faire des appels en FaceTime, en visio, etc. Et c'est là qu'on va voir les acteurs, mais sinon on est en permanence sur un écran. Et donc au niveau du concept, là déjà ça devient vachement plus intéressant. Budget caméra, du coup, c'est... Budget caméra très faible. Et alors pour les connaisseurs, je sais pas si ceux qui suivent la série Modern Family, il y avait déjà eu un épisode qui avait été fait comme ça, 100% tourné sur un Mac, avec en fait justement tous les acteurs qui s'appelaient au travers de FaceTime, Message, etc. C'est exactement le même concept pendant 1h30. Alors très vite, je rassure John, il bascule sur Mac aussi. Hein. Windows XP c'est au début. Te voilà rassuré. Voilà, c'est ça. Alors c'est le genre de manière de filmer très casse-gueule, c'est-à-dire que si c'est pas bien fait, ça peut être une horreur. Là, c'est très bien fait. On va dire que ça arrange un peu les caméras d'ordinateur. Elles sont pas déjà, et puis en plus, ça peut vite être chiant en fait. Ouais, mais du coup là, déjà le film dure 1h30. Et en ce moment, il y a beaucoup de films qui devraient faire 1h30, qui font 2 heures ou 2h30. Lui, au moins, il respecte son cahier des charges. Donc du coup, c'est rythmé. Et pendant donc l'heure et demie, il y a du suspense, des rebondissements. Et le réalisateur arrive, à travers les écrans, à créer en plus de l'empathie pour le père. Du coup, on se met vraiment à sa place, on comprend ce qui se passe dans sa tête, on découvre avec lui plein de choses sur sa fille. En fait, il se rend compte qu'il connaissait pas sa fille, donc puisqu'il fouille dans ses emails, il arrive à rentrer, etc. C'est très réaliste en plus pour bosser dans l'informatique. Voilà, il n'y a pas de grosses bêtises. Il arrive à accéder au compte Facebook et tout de sa fille, mais c'est un peu compliqué. Voilà, enfin, il n'y a pas de grosses bêtises, donc c'est vraiment sympa. Mention spéciale à l'acteur John Cho, qui est plutôt habitué à des rôles de comédie. Il était Harold et Kumar, je sais pas si vous connaissez cette série de comédie, c'est un peu vieux, c'est un truc américain, voilà, c'était un peu couillon, mais voilà, il a joué dans les American Pie, des choses comme ça. Et là, du coup, il est pas du tout dans un rôle de comédie, mais il est très très bon. Et franchement, il est pour beaucoup dans la réussite. C'est un film américain ? C'est un film américain. Alors, c'est un premier film pour son réalisateur. Et alors, c'est marrant puisque donc le réalisateur, c'est un ancien employé de Google à New York, où il faisait des petites vidéos, donc des petites vidéos de promo ou de présentation. En fait, il vient de là. Donc du coup, c'est pour ça qu'il connaît très bien. Exactement. Pour les personnes qui font Noobslag, ça peut... par exemple, voilà. Et alors, l'idée est venue au producteur, donc pas au réalisateur, au producteur, en 2012, pendant une conversation Skype, parce qu'en fait, donc, il était en Skype avec son partenaire de production, et en fait, ils partageaient leur écran, et à la fin de la conversation, son partenaire de production a oublié d'arrêter le partage d'écran. Et donc, il a vu que finalement, donc il a vu ce qu'il faisait sur son écran d'ordi, et en fait il s'est dit mais finalement c'est hyper intéressant, donc il a vu ce qu'il recherchait, etc. Il s'est dit mais il y a matière à faire une histoire avec ça en fait. Et donc c'est ce qui lui a donné l'idée. Il est parti là-dessus et voilà. Alors donc il a fait le scénario en fait. Il a fait le scénario et avec à partir de ça en fait, à partir de cette idée, en se disant je veux faire un film 100% sur des écrans. À noter quand même un truc parce qu'on n'y pense pas toujours. Pour la VF, quand vous avez un film comme ça qui est uniquement à base d'interface visuelle, vous imaginez le travail monumental parce que tout est traduit, c'est-à-dire que vous n'avez pas un écran qui n'est pas traduit. Donc ils ont retraduit quand vous avez Gmail, Facebook, machin, qui est donc tout a été fait en anglais, tout a été reconstruit en français. Donc vous avez en plus bien fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'erreur de termes, etc. Donc il y a un travail monumental. Ça on peut l'apprécier quand on connaît. Et donc ça a été un sacré boulot. Et ça participe grandement au plaisir de visualiser le film parce que du coup, même en tant que Français, on est très confort. Vous n'avez aucun travail à faire de traduction, machin. C'est vraiment agréable à regarder. Voilà. Donc je pense qu'après vous avoir dit tout ça, vous voulez savoir à quoi ça ressemble. On aimerait bien voir la bande-annonce. Donc on va envoyer la bande-annonce. Attention le volume. I haven't been able to reach Margot. When was the last time you saw her? The study group only went till 9. I think we're gonna go late. No, she definitely left at 9. I'm Margot. Did she mention anything unusual? Was she acting strange? I'm Margot. Where are you? She's been transferring funds for the last 6 On voit bien la months. traduction. I'm Margot. C'est la version anglaise. Blood in the vehicle. How did David respond? These problems usually start in the household. Mr. Kim, is everything okay? Everything is great. Margot and I are... She had cash in her car. He felt bad about everything. She was my best friend. Oh my God. Told me she ran away! I didn't know her. I didn't know my daughter.
super. Donc ça donne envie de le voir. Ça donne envie. Donc, il y a un vrai côté Hitchcockien, c'est-à-dire qu'il y a de la tension, il y a du rebondissement. J'ai pas vu venir la fin, donc franchement, vous pouvez y aller. En plus, si Chris ne vaut pas la fin. Ah non, vraiment, on se laisse vraiment emporter. Voilà. C'est bien construit, c'est qu'il y a du rythme. Vous n'êtes pas surpris que j'ai pas vu voir arriver la fin, mais de Chris. Non, mais très sympa, on passe un bon moment. Ça veut surtout dire qu'il y a du rythme, et donc on n'a pas le temps de penser à se dire, mais qu'est-ce qui se passe. Ça faisait un certain temps que il n'y avait pas eu de pause dans un film où vous avez l'esprit qui part ailleurs, etc. Et vous dites, bon, c'est un petit peu long, etc. Là, vraiment, vous êtes tenu en haleine tout le long. Je vous le conseille, vraiment, c'était une bonne expérience. Searching, Portée disparue, au cinéma en ce moment. À retenir. Hein. Voilà. Prochain film, allez voir dans le... Fred. Oui, on avait un commentaire de Rémi concernant la tenue de Chris, qui se demande pourquoi tu es habillé en mode moule frite ce soir. Tu veux changer d'émission. Il est plus frite ou... Ouais, il est plus frite là quand même. Ouais, demi. C'est super drôle. Même la montre. Ah oui, c'est vrai, en plus, exact. Ah ouais, non, mais là, c'est Leslie, je crois, Rémi. Attention, salut les jingle Cédric. Alors c'est parti. C'est juste un jingle sonore, évidemment. Alors Cédric. Nous allons parler peinture. Et ce soir, une découverte. Enfin, c'est un artiste qui fait partie de, on va dire, des grandes personnalités de l'art du XXe siècle. Il est d'abord allemand, il va devenir américain en 48 et en 58 français. Il a tout un parcours. Donc ce monsieur, c'est Max Ernst. Alors pourquoi j'ai choisi cet artiste? Déjà son univers et ses peintures très oniriques. Il faut petit rappel. Voilà, on a vu le personnage, mais en fait, il a un monde imaginaire très fertile et il fait partie de cette école qu'on appelle les surréalistes. Alors peut-être que vous connaissez le nom. Surréaliste, c'est. Voilà, alors. Je vais faire une petite définition. Voilà, alors. Pour les gens qui. Oui, alors surréaliste. Pas du tout. Alors les surréalistes, ça a été une période de l'histoire, pas uniquement dans la peinture, mais aussi dans la poésie, la littérature. C'est-à-dire qu'on faisait jouer plus l'inconscient, c'est-à-dire qu'on pouvait écrire de façon un peu imaginaire, sans vraiment cohérence. Donc il y a plein de jeux. Il y a un jeu qui s'appelait la pataphysique où on prenait des mots au hasard et puis on s'amusait à construire des phrases, des textes. Donc c'était assez drôle. Et les artistes de cette époque, les peintres, se sont plutôt intéressés à ce qui se passait en fait dans nos rêves, ce qu'on imaginait. Donc on est dans un monde complètement décalé, improbable. On peut voir un peu ce qu'on veut en fait. Exactement. Et donc Max Ernst a fait partie de cette école avec Salvatore Dali, qui était vraiment le grand maître du surréalisme, donc qui a de très belles là. C'est pour ça que j'ai choisi ce soir une partie en fait de son œuvre. Là, on comprend mieux, non? Complètement. Alors c'est techniquement c'est très fort. Alors, on a vu de l'abstraction, on a vu des choses très variées dans les émissions de Noops. Donc la particularité du surréalisme, c'est déjà une qualité, on va dire, la qualité du dessin, du graphisme, qui est très poussée. Il y a un hyper-réalisme en fait dans le rêve quelque part, avec ce jeu de couleurs. Photo, en fait. C'est presque de la photo. C'est vraiment magnifique. Donc là, on voit aussi toute l'approche. Un petit peu des fesses, voilà. Voilà, oui, mais l'inconscient est riche, il peut y avoir de l'effet. Complètement, il y a un mélange d'érotisme, il y a des tas de choses qu'on peut l'imaginer, tout à fait. Je pense il y a plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture. Et on pourrait, en fait, les films, pour revenir au cinéma, en fait, bon nombre d'écrivains, même de science-fiction, auraient pu vraiment aborder en fait à des couvertures de romans d'Isaac Asimov ou de Ray Bradbury. Donc c'est un monde, c'est un peu contemporain, mais on est dans un monde où il y a un certain classicisme dans les représentations, mais toujours dans un univers complètement décalé, très onirique. Voilà, c'est détail. Alors il aime bien, Ernst aime bien jouer avec ce que j'appelle les chimères, c'est-à-dire des monstres imaginaires que l'on retrouve dans la mythologie. Donc il y a des tas de références aussi à l'histoire, à la fois à la mythologie, à l'Antiquité, et puis aussi évidemment à la culture classique dans la représentation des personnages, dans la peinture classique. Alors moi j'aimais connaître la taille des alors généralement c'est plutôt des grands formats. Des grands formats. Ouais. Alors, visuellement c'est très 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 fort. Ouais.
Donc on a toujours ce travail toujours très très précis des univers. Avec c'est sûr que là, il s'est réveillé, il a dit un petit cauchemar, je pense. Il est joyeux celui-là, moi je pense. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a vraiment des niveaux de... Il y a en fait des niveaux de lecture, en fait. Et c'est vrai que pour essayer de comprendre le surréalisme, c'est un peu comme nos rêves. En fait, dans nos rêves, on a des tas d'images et souvent, on peut avoir des images qui s'entrecroisent. C'est un peu chaotique. On peut voler, puis à la fois faire des rêves complètement étranges et improbables. Donc, l'univers du double avec en même temps un nuage, enfin tout est avec les couleurs aussi, le jeu des couleurs, le ciel qui a une couleur particulière, l'eau qui a une autre texture, et en fait tout peut s'inverser. On pourrait se retrouver dans un film de Christopher Nolan, Inception par exemple, où il y a un moment il joue beaucoup aussi sur les effets un peu de l'inconscient, puisque on est à l'endroit à l'envers, on ne sait plus trop. Et quand on regarde ça, est-ce qu'il y a des explications de l'artiste sur le pourquoi du doigt dans la bouche En fait, il y a des explications qui peuvent. Alors, moi, je voudrais pas aller dans cette orientation, mais il y a tout un courant. En plus, c'était une grande période de la psychanalyse qui a été créée par Freud, comme vous le savez, au début du XXe siècle, où on travaille plus sur en fait l'inconscient et ses représentations que la thérapie classique d'une psychothérapie. Et en fait, les surréalistes sont beaucoup ont beaucoup puisé aussi dans la matière psychanalytique aussi. Donc il y a énormément de symbolique aussi dans les représentations. Donc là, je m'aventurerai pas pour donner toutes les explications, mais effectivement, il y a. Ça leur arrive d'avoir presque les artistes, en tout cas, il y a un message. Voilà, oui, c'est complètement volontaire. Il peut y avoir des fois des choses aléatoires dans l'art, mais là, effectivement, c'est de la part de Ernst. C'est superbe. Alors ça fait penser un peu à une relecture de certaines peintures de Van Gogh quand il est dans le sud de la France, avec ces magnifiques cyprès que l'on voit qui représentent Saint-Rémy de Provence, et là voilà, et là en fait on joue sur les matières. Un oiseau là, c'est vrai qu'il y a c'est riche en détails. Voilà, il y a un travail sur les détails, il y a beaucoup de textures, de matières et de clins d'œil aussi à l'histoire de la peinture. Mais c'est vrai que c'est une peinture presque tridimensionnelle. On a l'impression de pénétrer. Pourquoi pas? Là, on pourrait faire une séance autour du cubisme. Oui, tout à fait. On pourrait parler de Picasso. Et donc, ce monsieur, donc comme je vous l'ai dit, a participé avec notamment Salvador Dali. J'ai cité Magritte aussi, qui est aussi un peintre qui était de la même école. Et Yves Tanguy, voilà, c'est un peu les grandes personnalités de cette période de la peinture. Il était aussi sculpteur, il a travaillé aussi différentes matières, la gravure. Et petit clin d'œil, puisque nous avons aussi un lien avec Vence, Max Ernst a beaucoup travaillé avec la Galerie Chave, qui est une galerie bien connue à Vence, qui a rencontré les plus grands artistes. Et donc, Ernst a travaillé une partie de ses gravures avec Pierre Chave, qui est toujours là, qui a même ouvert une nouvelle galerie à Vence, donc une magnifique galerie que je vous invite à découvrir. Et on peut voir aussi, du coup, des œuvres de Max Ernst chez lui. Voilà pourquoi aussi j'ai choisi ce peintre ce soir. Pour ceux qui nous suivent. Voilà. Merci Cédric. Merci. Comme toujours, merci Cédric. On a découvert, en tout cas pour ma part. Comme d'habitude. Toujours compliqué. Donc on va terminer cette émission avec, comme il est de coutume, un petit morceau. Donc hommage à Charles Aznavour. Non, je rigole. Pourquoi pas? Faut pas déconner. Non, moi je suis passé à côté de Charles Aznavour. Enfin bon, il est une belle chose. Très belle chose. Ouais. Non, on va rester sur du Arctic Monkeys, mais en version acoustique, comme ça on ne se fait pas éjecter de Facebook. Merci Facebook. Donc c'est un morceau qu'ils ont joué pour une radio, donc il y a juste le guitariste, donc Alex Turner, et le batteur. Le batteur qu'on voit souvent en interview, c'est un peu les deux qui sont mis en avant en général.
Pareil, le batteur, il a un jeu très particulier, sauf que j'aime pas son attitude. C'est marrant. Hein. Des fois, j'aime bien les attitudes un peu provocantes, mais je sais pas, ça me dérange. Donc voilà, on termine avec un morceau d'Arctic Monkeys. On se dit à dans 15 jours pour une émission de Moule Frites, évidemment, avec toute l'équipe de Moule Frites qui est là. À bientôt. Et pour une émission de Pop News. À bientôt. Bientôt, bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Et voilà. Et c'est parti. Go on then, mate. Yeah, pretty fast, I think. Yeah. Use your imagination. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the type that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, and spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do. Or maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and pucker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do. Or maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. If this feeling flows both ways, we're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Do I wanna know? Too busy being yours to fall. Ever thought of calling, darling? Do you want me crawling back to you? All right, thank you. Arctic Monkeys.